Comment une entreprise qui exploitait ses ouvriers jusqu'à la mort en fabriquant des véhicules militaires nazis par milliers a-t-elle pu devenir l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux? La marque VW est clairement devenue un géant de l'automobile, regroupant des marques énormes comme Bentley, Lamborghini, Bugatti et Porsche sous le nom Volkswagen. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie des usines de guerre les plus sombres et criminelles d'Allemagne, avec des accusations de vol de design pour leurs coccinelles et l'utilisation de travailleurs forcés. La majorité de leurs employés, on avait l'impression que Volkswagen pouvait s'en sortir quoi qu'il arrive. Le fait que la boîte ait été fondée par lui et les nazis n'a fait qu'ajouter à son histoire controversée. Mais d'un autre côté, l'entreprise est aussi un incroyable exemple de réussite à la mode, outsider. Une fois que les nazis ont été battus et que la boîte a été laissée à l'abandon, elle est devenue un poids mort, même Ford ne la voulait pas quand on la proposait gratos. Pourtant, même si la situation avait l'air bien sombre pour Volkswagen à ce moment-là, ils ont réussi à se réinventer et à faire l'un des retours les plus impressionnants de l'histoire des entreprises. Alors installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler de l'histoire controversée de Volkswagen, en commençant par une figure improbable. L'histoire de Volkswagen débute en 1933, quand un certain Adolf accède au poste de chancelier en Allemagne. À cette époque, l'Allemagne était en plein chaos suite à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale et à la Grande Dépression qui a frappé l'Europe. L'économie allemande, le pays était en ruine, avec une inflation galopante et une multitude de fermetures d'entreprises, laissant des millions d'Allemands sans emploi ni filet de sécurité économique. Sur les 86 constructeurs automobiles allemands des années 1920, il n'en restait plus que 12 pour affronter cette crise. Ils ont élaboré une nouvelle stratégie pour relancer l'économie moribonde de l'Allemagne, et un des éléments clés de ce plan était de produire des voitures. Tu vois, à l'époque, les voitures en Allemagne étaient encore vues comme un luxe, car les quelques constructeurs restants n'avaient pas encore n'ayant pas pu produire en masse des voitures abordables à cause du manque de capital et de clients, la plupart des Allemands se déplaçaient en transport en commun, à vélo ou en moto, puisque seulement un Allemand sur 50 possédait vraiment une voiture. Grand admirateur d'Henry Ford et de sa Model T, il rêvait de faire pareil dans son pays. Du coup, sous une organisation d'État appelée KdF, pour Kraft durch Freude, force par la joie, il a lancé le développement d'autoroutes modernes à travers l'Allemagne, connues sous le nom d'autobahnen, et il a développé une voiture abordable pour son peuple, mais certaines utilisations spécifiques de ce véhicule semblaient logistiquement irréalisables. Vous voyez, il exigeait que la voiture soit assez petite pour transporter une famille de 5, assez rapide pour dépasser les 100 km/h, et assez bon marché pour coûter moins de 1000 Reichsmark, ce qui était à l'époque le prix d'une petite moto. Cette voiture devait aussi être très économique en carburant, ne consommant pas plus de 7 litres au 100 km, tout en ayant assez de puissance dans son moteur pour rouler tranquillement sur l'autoroute. Bien que ça paraissait bien et ambitieux, aucun constructeur allemand ne pouvait répondre à ces exigences, beaucoup allant même jusqu'à penser que c'était impossible. Jusqu'au jour où des membres de son cercle politique lui présentèrent un homme qui, par coïncidence, travaillait sur la même idée depuis quelques années. En 1933, il rencontra Ferdinand Porsche, un ingénieur tchèque qui avait passé des décennies à perfectionner son savoir-faire en concevant des voitures rapides et performantes pour plusieurs constructeurs, avec l'objectif de créer des voitures prêtes pour la course mais aussi accessibles au grand public. Voilà ce que Ferdinand voulait. Mais sa passion allait bien au-delà, il voulait créer un véhicule plus simple, compact, accessible et fiable pour le citoyen lambda. Pendant des années, Porsche a présenté son idée aux entreprises avec lesquelles il bossait, mais aucune n'a voulu le soutenir. Alors, grâce à son propre génie et en s'inspirant d'autres ingénieurs qui travaillaient sur la même idée, il a développé la Porsche Type 12. En 1931, le résultat était un véhicule incroyablement léger avec un moteur arrière et une transmission aux roues arrière, doté d'une carrosserie arrondie pour une meilleure aérodynamique. Même si son prototype semblait prometteur, Porsche a eu du mal à trouver des financements pour son projet et au final, seulement 3 prototypes ont été construits. Heureusement pour lui, lors de leur rencontre, il a beaucoup plu à son interlocuteur, qui était prêt à collaborer avec lui, surtout parce que le véhicule correspondait à certaines de ses propres spécifications de design. Il y avait juste un problème, c'est que Porsche venait d'une lignée tchèque, du coup les nazis le voyaient à peine comme un humain, vu qu'à ce moment-là ils étaient à fond dans leur propagande sur la supériorité raciale. Du coup, Porsche a renoncé à sa nationalité et a vite chopé la citoyenneté allemande en 1934, avec l'aide de l'aide. C'est seulement après ça qu'ils lui ont filé le contrat pour concevoir la voiture KdF. Pendant les années qui ont suivi, Porsche a bossé comme un fou dans son garage, galérant à mettre au point un moteur simple, pas cher et refroidi par air. Pour le véhicule,
il a finalement opté pour un moteur 4 cylindres d'une cylindrée inférieure à 1 litre. Un format parfait pour une voiture fiable et économique en carburant. En 1936, Porsche a terminé 3 prototypes de la voiture du peuple, dont 2 berlines et un cabriolet. Après plusieurs tests, il était satisfait des résultats et a ainsi créé la société automobile d'État Volkswagen, ce qui signifie la voiture du peuple. En 1937, les prototypes de Porsche ont donné naissance à ce projet. Ce serait la KDF Wagen, qui signifiait « force par la joie », une voiture en Allemagne. C'est la même voiture qui sera plus tard connue sous le nom de Volkswagen Coccinelle. Le véhicule a été présenté par les nazis au Salon de l'Auto de Berlin en 1938 et a reçu un super accueil du public et des passionnés de voitures. Mais certains avaient l'impression d'avoir déjà vu cette voiture quelque part. En fait, Porsche n'a pas inventé la structure de la coccinelle tout seul, il a en réalité utilisé, voire carrément piqué, beaucoup d'idées et de design d'autres ingénieurs. J'ai bossé sur le même concept. Prends par exemple la Standard Superior de 1933, une bagnole dessinée par le journaliste Otto Issebgen. Elle avait un châssis tubulaire, un moteur monté à l'arrière et une suspension indépendante avec des essieux oscillants et exactement les mêmes caractéristiques qui finiront dans la coccinelle de Volkswagen, sans oublier son toit bombé typique. En plus, la Standard Superior était vendue comme la voiture du peuple allemand et ils utilisaient même le mot « Volkswagen » dans leur pub, des années avant que la marque Volkswagen existe. Malheureusement, la production de la Standard Superior a été arrêtée après seulement 2 ans, et plusieurs membres de leur équipe ont été persécutés par les nazis pour être juifs, y compris Isseb Gans lui-même, qui a été démis de ses fonctions et même emprisonné. Même si Isseb Gans a peut-être joué un rôle dans le concept initial de la coccinelle, les nazis ont utilisé son statut juif pour l'éliminer comme une menace crédible dans l'industrie automobile. Ce qui explique en grande partie pourquoi il n'est pas une figure plus connue aujourd'hui. Un autre exemple de l'histoire controversée du design de Volkswagen commence avec la voiture TAT V570, conçue par Hans Linka et Erich Hublacher en 1931. On y retrouve des caractéristiques très proches de celles de la coccinelle, avec son moteur arrière et son design élégant et arrondi, ainsi qu'un moteur 2 cylindres refroidi par air. En fait, Porsche était un grand fan des voitures TAT et avait même dit « c'est la voiture parfaite pour mes routes ». Linka et Porsche se sont mis à se rencontrer régulièrement pour discuter de leur design à partir de 1933. Plus tard, Porsche je dois avouer qu'il m'est arrivé de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, et parfois c'était lui qui regardait par-dessus la mienne. Une fois que la coccinelle fut terminée, Tatra était tellement furax contre ce que Porsche avait fait qu'ils ont menacé de le traîner en justice pour violation de copyright. Même si Ferdinand était prêt à régler ça à l'amiable, Porsche a refusé en disant qu'il prendrait les choses en main lui-même. 15 mois plus tard, les chars allemands ont envahi la Tchécoslovaquie, conquérant leur territoire, y compris l'usine de Tatra. Les nazis ont alors forcé Tatra à arrêter la production du Type 97 pour éviter les comparaisons avec la coccinelle, et peu de temps après, Tatra a abandonné son procès. Mais si tu veux remonter encore plus loin, une des premières ébauches de ce qui allait devenir la coccinelle remonte à 1925, quand à seulement 18 ans, Béla Barényi a travaillé sur quelques croquis pour un châssis de voiture populaire. Et par hasard, toutes les caractéristiques clés y sont, un châssis à poutre centrale, une suspension transversale, des ressorts, et un moteur à plat refroidi par air, monté juste près des roues arrière. Qui finirait par devenir le design final de Porsche 13 ans plus tard, mais la ressemblance la plus surprenante. C'est que le design que Barry a fait pour la carrosserie de sa voiture était presque identique à celle de la coccinelle. En réalité, la coccinelle n'était pas juste le fruit du travail d'un seul homme, mais plutôt le résultat collectif de nombreux ingénieurs talentueux, tous au sommet de leur domaine. Les deux, Beetle et Porsche, le savaient, mais vu ce qui s'est passé, on dirait qu'ils ont fait semblant de ne pas voir point et elle a essayé d'éliminer toute forme de concurrence ou de menace de violation de droits d'auteur, mais même si le projet Volkswagen était soutenu par un dictateur avec des ressources apparemment inépuisables, la production de masse restait un objectif qui semblait hors de portée. En théorie, la voiture était prête, mais il fallait encore plus de capital pour financer l'usine gigantesque qu'il avait en tête. Et ce n'était pas tout, il voulait aussi construire toute une nouvelle ville. Étrangement, cette ville devait s'appeler la ville de la force par la joie et était conçue pour il voulait que ça représente l'idée d'un paradis ouvrier nazi, un genre de grande métropole comme Détroit aux États-Unis, montée avec la toute dernière technologie de pointe et les méthodes de production apprises chez Henry Ford. On s'attendait à ce qu'il produise 1,5 million de voitures par an d'ici 1943, ce qui en ferait de loin la plus grosse usine automobile d'Europe. Pour financer ce projet,
ils ont mis en place un système d'épargne. Les citoyens allemands devaient payer leur voiture KDF en plusieurs fois avant de la recevoir, en versant 5 Reich demandait une semaine pour atteindre la somme totale de 990 Reichsmark de la voiture. Comme ça les gens pouvaient se permettre la voiture tout en pouvant utiliser cet argent pour son usine en ville. Pour situer un peu, l'économie allemande était encore en galère et le salaire moyen d'un ouvrier allemand à l'époque était de 32 Reichsmark par semaine. Donc sacrifier 5 Reichsmark toutes les semaines pouvait vraiment peser sur les familles ouvrières moyennes. Malgré que ce soit un plan un peu risqué, ça a fait son taf, ceux qui soutenaient son régime ont volontiers adhéré. Le programme a fini par attirer environ 336 000 participants qui épargnaient 5 marks par semaine. On estime qu'au total, plus de 280 millions de Reichsmark ont été collectés, et c'est cet argent qui a servi à financer l'usine Volkswagen. Mais au final, le truc a été un gros flop pour les Allemands. L'usine, qui devait produire 1,5 million de voitures par an, n'a réussi à en fabriquer que quelques centaines, et ces quelques centaines ont été réservées aux hauts gradés nazis. Les responsables, eux, n'ont jamais vu la couleur du fric qu'ils avaient mis dans ce programme d'épargne nazi, ni la voiture qu'on leur avait promise. La raison ? L'usine était déjà occupée à fabriquer autre chose. L'histoire de comment Volkswagen a piqué le design des Beatles, c'est un peu pareil avec ta vie privée en ligne, il y a toujours des gens qui traînent dans le coin pour choper tes infos perso et te mettre en danger. Les arnaques comme le vol d'identité et les fuites de données, ça devient de plus en plus fréquent. La journée, mais grâce au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, NordVPN, tu peux être tranquille. NordVPN t'aide à protéger tes données en les cryptant, les gardant à l'abri des espions qui veulent les piquer. Avec NordVPN, tu peux surfer sur Internet en toute sécurité. C'est le VPN numéro 1, ils offrent un service ultra rapide avec des milliers de serveurs partout dans le monde. En ce moment, ils proposent un plan de 2 ans avec 4 mois gratuits si tu passes par le lien nordvpn.com. Une des fonctionnalités que je kiffe chez eux, c'est la possibilité de changer de localisation à cause des recherches nécessaires pour mes vidéos. Je me retrouve souvent bloqué sur certains contenus à cause du pays où je suis. Mais avec NordVPN, je peux facilement changer de localisation n'importe où et n'importe quand, ce qui me permet d'accéder à des contenus auxquels je n'aurais normalement pas accès. Encore une fois, pour avoir NordVPN, pensez bien à utiliser mon lien dans la description en dessous. Et si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours vous faire rembourser sous 30 jours. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo, et maintenant, on retourne à l'histoire. C'est que même si l'idée de base de Volkswagen était de faciliter la mobilité du peuple allemand, il y avait en réalité un plan beaucoup plus sombre derrière tout ça. L'une des exigences techniques pour la voiture était que son capot soit assez solide pour supporter une mitrailleuse. En secret, ça rendait la voiture capable de devenir un véhicule militaire à tout moment. En gros, au lieu de fabriquer des voitures pour le gars lambda, Volkswagen produisait en fait une flotte de machines de guerre pour les nazis. En 1938, des officiers SS de haut rang ont demandé à Porsche de fabriquer un véhicule léger pour l'armée allemande, capable de fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes. Heureusement pour Porsche, il n'a pas eu à repartir de zéro, il s'est simplement basé sur les composants de la coccinelle. En à peine un mois, il avait construit la Volkswagen Kübelwagen. Ce Kübelwagen s'est avéré très utile lors de l'invasion de la Pologne. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, Porsche a développé 2 autres véhicules militaires basés sur ce même principe. La coccinelle, la Kommandeuwagen utilisée par les officiers nazis de haut rang, et la Schwimmwagen, un véhicule amphibie à 4 roues motrices capable de rouler sur terre, sur l'eau et même sous l'eau. En 1940, l'usine Volkswagen de la ville était devenue une usine de guerre officielle pour les nazis, arrêtant complètement la production de véhicules civils et accélérant celle des véhicules militaires et de l'artillerie. L'usine, cependant, manquait cruellement de personnel, ce qui a considérablement ralenti leur rythme de production en réponse. Volkswagen a recruté des prisonniers de guerre soviétiques pour bosser dans ses usines, ainsi que des civils polonais forcés, d'autres travailleurs migrants et des prisonniers juifs transférés des camps de concentration. Tous ces groupes étaient des travailleurs forcés, peu importe leur origine, culture ou religion. Un truc restait toujours pareil, ils les considéraient comme moins que des humains et, avec cette règle, ils vivaient en conséquence. Ils avaient des logements pourris, étaient mal nourris et travaillaient des heures de dingue dans des conditions dégueulasses, le tout sans toucher un rond. Très peu, voire pas du tout, et souvent on travaillait à crever. Un travailleur forcé polonais racontera plus tard ce qu'il a ressenti en arrivant dans la ville du KDF en wagon. J'ai compris à ce moment-là que j'étais un esclave. Les premiers jours à KDF City m'ont fait réaliser que j'étais un objet qu'on peut faire bosser. Avec le nombre de travailleurs forcés qui augmentait,
Volkswagen a pris la décision inquiétante de construire des camps de concentration directement sur le terrain de l'usine. Malheureusement, il n'y avait aucune séparation entre hommes et femmes dans leur quartier, et ça a fait que pas mal de femmes sont tombées enceintes pendant leur enfermement dans le centre. Au début, ces femmes enceintes étaient juste renvoyées dans leur pays d'origine, tandis que celles qui étaient juives étaient renvoyées dans les camps de concentration d'où elles venaient. Mais avec la guerre qui s'intensifiait, gérer ces déportations est devenu de plus en plus compliqué pour les autorités allemandes. Du coup, ils ont mis en place ce qu'ils appelaient une crèche, un endroit où les femmes enceintes pouvaient accoucher et où leurs bébés pouvaient être pris en charge. Les soins postnataux, c'était en fait un vrai cauchemar. Un peu comme un camp de la mort pour les bébés. Dès qu'ils arrivaient à l'hôpital, ils étaient abandonnés. Tragiquement, la plupart des petits mouraient à cause de la faim, du manque de soins médicaux et de la négligence. Les mamans qui venaient voir leur nouveau-né étaient horrifiées et dévastées de les retrouver couverts de plaies, de piqûres d'insectes, et malades à cause du froid, à cause de la construction pourrie de l'établissement. Le personnel médical engagé par Volkswagen ne faisait presque aucun effort pour s'occuper des enfants, à part une certaine Hilda Lamé qui a protesté contre les conditions et le traitement des bébés auprès du responsable de l'établissement. Mais ces objections ont été ignorées, et quand elle a insisté, elle a même été menacée d'être envoyée dans un camp de concentration. Au final, on estime qu'au moins 365 nourrissons et tout-petits sont morts dans la crèche Volkswagen, un endroit qui n'existait que pour remettre les ouvrières enceintes le plus vite possible sur leur lieu de travail, sans être encombrées par leur nouveau-né. Pendant le pic de la guerre, plus de 80% des employés de Volkswagen étaient des travailleurs forcés, ce qui était devenu courant aussi chez d'autres constructeurs allemands comme Mercedes-Benz, Auto Union et BMW. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des véhicules militaires nazis n'étaient pas fabriqués dans ces usines, mais plutôt dans des usines américaines situées en Allemagne. Comme Ford et General Motors, qui employaient aussi des travailleurs forcés sur leur site, tu vois, avant la guerre, Ford et GM faisaient déjà partie intégrante de l'économie allemande, contrôlant plus de la moitié du marché automobile du pays via leurs filiales. Du coup, quand l'Allemagne nazie a décidé de se concentrer uniquement sur l'effort de guerre, ces entreprises américaines de l'automobile sont aussi devenues un élément clé de leur production militaire. Par exemple, les usines de GM en Allemagne ont construit des milliers de bombardiers et de moteurs pour chasseurs à réaction. Des systèmes pour les nazis au même moment où leurs usines américaines produisaient des moteurs d'avion pour l'armée de l'air américaine. Ford, de son côté, fournissait plus de la moitié des camions moyens et lourds du Reich ainsi que d'autres matériels de guerre. Du coup, quand les troupes américaines ont réussi à envahir la France vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles ont été surprises de découvrir qu'elles avaient un truc en commun avec leurs ennemis allemands. Des deux côtés, on utilisait des véhicules fabriqués par Ford et General Motors. Cependant, alors que ces entreprises ils ont profité de leur boulot avec le Troisième Reich, donc leurs usines allemandes sont vite devenues des cibles majeures pour les bombardements aériens, tout comme Volkswagen, dont la production s'arrêtait souvent puis reprenait parce que les ouvriers avaient peur de se faire bombarder à tout moment. Étonnamment, ça n'est jamais arrivé, parce que leur site était construit tellement près de la ligne de front que les Alliés ne savaient même pas que l'usine existait, et ce, jusqu'à presque la fin de la guerre. Pendant que toutes les autres usines allemandes se faisaient pilonner par les bombardements alliés. Parmi eux, Ford et General Motors, Volkswagen a eu le temps de protéger sa technologie et de déplacer la plupart de ses machines vitales dans des bunkers souterrains, jusqu'à ce qu'ils soient finalement découverts en 1944 et que les forces alliées bombardent l'usine. Quand l'Allemagne a été vaincue et que la guerre a enfin pris fin, l'usine Volkswagen avait à elle seule réussi à produire plus de 66 000 véhicules militaires pour les nazis. L'endroit, autrefois appelé la « ville de la force par la joie », était devenu une ville en ruine, une simple ombre de ce qu'elle avait été. Quant à Volkswagen a végété en tant qu'entreprise sans propriétaire depuis que son organisation mère nazie, le Front allemand du travail, n'existait plus à cause de la mauvaise réputation qu'elle avait prise pendant la guerre. À cause de ça, les Alliés voulaient voir Volkswagen complètement détruit, comme d'autres organisations nazies. Mais aujourd'hui, la marque Volkswagen est toujours bien là, et elle est plus grande et plus forte que jamais. Du coup, ça pose la question, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la guerre? La ville de Kraft-Durchfreud a été rebaptisée Wolfsburg par les Américains et l'usine, largement bombardée, a été remise à l'armée britannique. Ivan Hurst, un officier britannique de 28 ans, a été chargé de démanteler l'usine et de jeter, démonter ou vendre les pièces restantes. Mais en commençant à faire le tri dans le chaos, le major Hurst est tombé sur un prototype du KDF Wagen et a remarqué que les machines de production n'étaient pas trop abîmées. En fait, beaucoup étaient encore opérationnels. Ingénieur lui-même,
Hurst a tout de suite vu le potentiel de la voiture Volkswagen et savait que ce serait bête de tout jeter comme ça. Les gens en ville cherchaient aussi désespérément du boulot et des transports pas chers, donc ça lui paraissait logique de reconstruire l'usine pour que ça profite aux habitants, plutôt que de la détruire. Mais en fait, personne n'avait l'air de partager son idée, surtout à cause du passé nazi de l'usine. Ivan Hurst a essayé de passer le contrôle de Volkswagen à un fabricant britannique, mais ils ont refusé, disant que la voiture ne répondait pas aux critères techniques de leur véhicule. Et comme ça ne plaisait pas trop à l'acheteur moyen, ils ont aussi jugé que produire une voiture comme ça en série, c'était pas faisable. Du coup, le Major Hurst a pensé à autre chose, il a pigé que l'armée britannique avait besoin de transports fiables, vu que la plupart de leurs véhicules avaient été abîmés pendant la guerre. Il a rassemblé un break KDF, l'a peint en camouflage, et l'a présenté à l'armée britannique comme une possible remplaçante de leurs véhicules militaires en Allemagne. L'armée britannique a surtout bien aimé l'idée. À cause de la fiabilité et du prix abordable des voitures, ils ont passé commande de 20 000 coccinelles. Même si Hurst avait réussi à maintenir Volkswagen à flot, il s'est vite rendu compte que son vrai défi venait juste de commencer. En rassemblant les ouvriers de Wolfsburg, il a vite compris à quel point ils étaient traumatisés. Le personnel était tellement habitué à obéir aux ordres militaires que Hurst a dû porter son propre uniforme militaire pour que les ouvriers daignent l'écouter. Il a aussi dû faire face à l'hiver de la famine qui a traversé le pays a provoqué une pénurie constante de nourriture et, bien que des centaines de milliers d'Allemands soient morts à cause de ça, le Major Hurst a fait de son mieux pour s'occuper des siens à Wolfsburg. Là-bas, il y avait aussi un manque de matières premières, d'espace de travail dans l'usine et d'ingénieurs. La plupart des ingénieurs, designers et superviseurs ont été arrêtés par les forces alliées à cause de leur passé nazi, y compris Ferdinand Porsche. Du coup, Hurst a fini par passer plusieurs accords douteux en faisant du lobbying. Certains ingénieurs emprisonnés devaient être libérés pour travailler dans les usines. Au final, Volkswagen a réussi à lancer la production des véhicules, et même s'ils étaient en retard, ils ont été parmi les premiers constructeurs allemands à relancer la production après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les commandants de Hurst tenaient toujours à se débarrasser de l'usine à cause de ce qu'elle représentait. Ils ont proposé la propriété de l'usine à des représentants des industries automobiles américaines, australiennes, françaises et britanniques, mais tous ont refusé. En mars 1948, les Anglais en avaient tellement marre de cette usine qu'ils ont proposé de la filer à Ford gratos. Henry Ford II en personne est allé en Allemagne de l'Ouest pour voir ça de près, mais dès son arrivée, son bras droit en affaires lui a conseillé de ne pas la prendre, en lui disant « Monsieur Ford, ce qu'on nous propose là, ça vaut pas un clou. » Du coup, ils ont refusé l'offre. Comme les Anglais trouvaient personne pour gérer l'usine, ils ont fini par décider que Volkswagen ça devrait juste se gérer tout seul et revenir aux Allemands. Ils ont nommé In Nordhoff, un ingénieur allemand qui avait déjà bossé chez BMW et Opel, pour prendre le contrôle de l'usine. Quand Nordhoff est arrivé, il a vu à quel point la situation avec Volkswagen était chaotique et compliquée, mais il a aussi reconnu leur atout le plus gros et le plus fort. C'est là-dessus qu'il s'est concentré. Il a misé à fond sur la production d'un seul modèle, la coccinelle, en gardant son design mais en améliorant et modernisant la voiture. Avec le temps, cette méthode a rendu l'entreprise plus efficace dans sa production, et Nord n'a pas perdu de temps pour exporter la coccinelle hors d'Allemagne afin de gagner plus d'argent et d'attirer des devises plus précieuses, en commençant par les marchés européens. Même si ce choix était audacieux et risqué, ça a fini par payer. Les Allemands galéraient encore financièrement après la guerre, et la coccinelle était pile ce qu'il leur fallait grâce à son prix bas, sa faible consommation et sa fiabilité. En 1950, une grosse partie de la production de voitures de Volkswagen était destinée à l'export, ils ont vendu plus de 27 000 voitures dans 18 pays. Pendant que Volkswagen gagnait en popularité partout en Europe et en Amérique du Sud, c'était pas la même histoire aux États-Unis. Les Américains détestaient la coccinelle. Sa taille simple et compacte ne pouvait pas rivaliser avec les grosses voitures puissantes qui cartonnaient à l'époque. À l'époque, les voitures importées étaient souvent vues comme chères et risquées. Quand ces véhicules tombaient en panne ou avaient besoin d'entretien, leurs propriétaires avaient du mal à trouver les bons mécaniciens ou garages partout dans le pays. Et même quand ils en trouvaient, les réparations étaient souvent longues et coûteuses, car les pièces devaient être commandées et expédiées de l'étranger. Mais Heinrich Nordhoff avait compris ces craintes et a décidé de s'attaquer à ces problèmes directement. Il a créé une filiale. Aux États-Unis, ça s'appelait Volkswagen of America, et ils ont commencé à ouvrir un max de concessions et de garages un peu partout dans le pays. Ça a donné aux Américains un sentiment de confiance envers Volkswagen, et quand les gens ont commencé à acheter la coccinelle,
ils se sont rendus compte que ce n'était pas si mal finalement, au contraire, ils l'aimaient bien. Rapidement, la voiture est devenue un symbole du mouvement contre-culturel qui grandissait dans le pays. Tu vois, dans les années 50, l'Amérique profitait d'une économie post-guerre en plein boom, et les gens achetaient des grosses voitures, des grandes maisons et les derniers objets de luxe, mais il y avait aussi des jeunes qui grandissaient à cette époque en voyant leurs parents galérer pour suivre les voisins. Ces jeunes en avaient marre du superflu, du paraître et du matos à gogo. Ce nouveau mouvement culturel prônait plutôt la simplicité et la liberté, et la coccinelle représentait exactement ça. C'était la voiture idéale pour les jeunes qui voulaient juste un truc simple et fiable à conduire, pas une grosse Chevy Impala. À moitié prix avec plus du double de l'autonomie moyenne des voitures américaines à l'époque, la boîte est vite passée de 6 000 coccinelles vendues aux États-Unis en 1954 à plus de 100 000 en 1958. C'est important de noter que cette croissance des ventes, c'était uniquement grâce au bouche à oreille. Parce que Volkswagen n'a quasiment rien fait en pub jusqu'en 1959, quand Nordol a enfin lancé une campagne pour la coccinelle. Pendant ce temps, les constructeurs américains balançaient des pubs pour des bagnoles plus grosses, plus tape à accent grave-l'œil, parfaites pour un style de vie fait de manoirs, de montagnes et de sexe. Volkswagen a fait tout l'inverse, ils ont ciblé plutôt le travailleur moyen qui vivait modestement, en utilisant l'humour pour jouer sur l'apparence unique des Beatles, tout en montrant que leur voiture était efficace et fiable comparée aux autres modèles de l'époque. Ils ne faisaient pas de promesses en l'air comme d'autres marques, mais ils montraient clairement à leurs clients ce que leur voiture pouvait ou ne pouvait pas faire. Ça leur a valu une réputation d'entreprise honnête, et les gens les ont adorés pour ça. La coccinelle est devenue un phénomène international en vendant des millions d'exemplaires dans les années 60 et a fini par conquérir le cœur de beaucoup de gens à travers le monde, y compris les Américains réticents. Même Disney a profité du succès de Volkswagen en sortant le carton au box-office Herbie, la coccinelle infernale, avec une VW Beetle dotée d'une personnalité à part entière. Ça a boosté encore plus les ventes et la popularité de la marque, tout en redonnant une bonne image à l'entreprise et en lui permettant de complètement se détacher de ses origines nazies. La demande pour les Beetle était tellement forte qu'à un moment donné, les clients devaient attendre entre 12 et 18 mois pour recevoir leur commande, et en 1972, la voiture qui, soi-disant, ne valait rien avait dépassé la Ford Model T pour devenir la voiture la plus vendue au monde après avoir écoulé son 15 734 000e exemplaire. Cependant, la concurrence commençait à rattraper son retard, et la société Volkswagen s'apprêtait à avoir de sérieux problèmes. Même si la coccinelle a été un énorme succès pour Volkswagen dans le monde entier. L'entreprise ne grandissait pas ni n'innovait assez pour suivre le rythme des voitures américaines. La crise pétrolière des années 70 a poussé les Américains à opter pour des voitures plus économes en carburant, et les importations japonaises comme Honda et Toyota répondaient mieux à leurs besoins et à leur confort. Elles coûtaient à peu près le même prix que la coccinelle et avaient une consommation similaire, mais offraient plus d'espace à l'intérieur et un design plus moderne. Les nouvelles normes anti-pollution menaçaient aussi la viabilité du moteur refroidi par air de Volkswagen. Parallèlement, les inquiétudes concernant la sécurité de la coccinelle augmentaient, les rapports montrant un nombre élevé de décès. Les accidents de coccinelle à cause de ces facteurs, ainsi que la concurrence qui s'intensifiait sur le marché américain, ont commencé à faire baisser les ventes de Volkswagen. Ils se sont donc retrouvés dans une situation désespérée, ayant besoin d'un nouveau modèle capable de répondre aux normes d'émission, à l'économie de carburant et aux exigences de sécurité des années 70. En réalité, la boîte bossait déjà sur des modèles pour remplacer la coccinelle depuis le début des années 60, mais comme la coccinelle se vendait super bien pendant tellement longtemps, ils ont perdu leur urgence. Jusqu'au moment où, bam, c'était déjà trop tard. Pendant cette période, beaucoup de prototypes inachevés et abandonnés ont été réalisés, ce qui a entraîné le déclin financier de l'entreprise, les ventes s'effondrant. En 1977, la coccinelle n'était plus vendue aux États-Unis, car elle ne respectait plus les normes de sécurité et d'émission du pays. Heureusement, leur rachat d'Audi en 1969 leur a donné une longueur d'avance grâce au moteur refroidi par eau et à la traction avant, ce qui a grandement accéléré leur développement et permis de sortir une série de nouveaux modèles conformes. Les normes de régulation comme la Polo et la Golf sont apparues au milieu des années 70. Même si la boîte ne s'attendait pas à vendre beaucoup de ces modèles, la Golf en particulier a cartonné direct sur le marché, surtout en Europe. Elle offrait de meilleures performances et une meilleure efficacité, avec un look plus sportif que la coccinelle, tout en restant une voiture familiale modeste. Finalement, elle a dépassé la coccinelle pour devenir l'un des modèles les plus vendus au monde, avec plus de 35 millions d'unités écoulées à ce jour.
En 1979, Volkswagen a sorti une version améliorée. La berline a été présentée au public, la DA, qui deviendrait aussi un gros best-seller pour la boîte pendant des décennies. Ces succès ont permis à Volkswagen de se remettre du déclin de la coccinelle et ont même aidé la firme à racheter plusieurs autres marques de voitures au fil des ans, comme Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda et Porsche, faisant de l'un des plus gros constructeurs auto au monde. Par contre, même si Volkswagen a réussi à étendre sa présence et son influence partout dans le monde, ça n'allait pas trop pour eux aux États-Unis, c'était compliqué. Ils faisaient confiance à la relation qu'ils avaient construite avec leurs clients, mais ça allait bientôt changer. Après le déclin des Beatles aux États-Unis, Volkswagen a réussi à rester dans le coup grâce aux ventes de leur Golf et Jetta, mais avec la montée de la concurrence sur le marché américain des voitures économiques, ils ont commencé à se faire distancer. Les acheteurs avaient tout simplement plus de choix, et les voitures japonaises devenaient de plus en plus populaires parce qu'elles étaient bien moins chères et consommaient moins. En 1993, les ventes de voitures Volkswagen aux États-Unis avaient chuté à peine 63 000 exemplaires vendus, contre 574 000 en 1970, les gens ne prenaient plus Volkswagen au sérieux aux États-Unis. Et les concessions ont commencé à fermer à un rythme accéléré partout dans le pays. En réaction, la société a décidé de relancer la voiture qui avait fait son succès au départ, et en 1998, une nouvelle version de la coccinelle a été lancée. Contrairement à l'original, la nouvelle coccinelle offrait des équipements plus modernes, avec un moteur avant et une traction avant, tout en gardant sa fameuse silhouette arrondie. Le design de la voiture jouait sur la nostalgie des clients pour la coccinelle classique. Les Américains se sont précipités pour découvrir cette version modernisée, ce qui a rapporté à l'entreprise un flot de nouveaux clients, de nouvelles ventes et une reconnaissance pour leur capacité à se réinventer. La troisième génération de la Golf et de la Jetta continuait aussi à bien marcher, et vers l'an 2000, environ 350 000 Volkswagen s'étaient vendus aux États-Unis, dont 81 000 rien que pour la nouvelle coccinelle. Mais l'engouement n'a pas duré longtemps et les ventes de la coccinelle ont commencé à baisser. Les ventes ont chuté rapidement juste après, et l'entreprise a dû faire face à ces problèmes. Même si les nouveaux Beatles ont fini par marcher sur le long terme, ça n'a pas caché le fait qu'il y avait un souci chez Volkswagen. Le problème, c'est que la boîte avait toujours misé sur les petites voitures, et si ça avait marché pendant les récessions et les crises de carburant, les acheteurs américains, eux, avaient peu à peu préféré les véhicules plus grands, comme les SUV. Volkswagen a été lent à capter cette tendance, et même après avoir lancé ses propres SUV, ils étaient souvent jugés trop petits et trop chers, avec le prix élevé étant l'une des principales critiques envers la marque lors de l'achat d'autres voitures de luxe. Volkswagen avait intégré certaines de ces technologies premium dans leurs propres véhicules, même dans les modèles d'entrée de gamme, ce qui les rendait naturellement plus chers. Si ça passait encore en Europe, les Américains, eux, ne voulaient pas payer le prix fort pour une marque qui s'était fait un nom en vendant des voitures abordables pour le grand public. Depuis, Volkswagen s'est volontairement ou non positionné comme une marque presque de luxe aux yeux de beaucoup d'Américains. Pendant un moment, ce qui distinguait vraiment la marque, c'était leur voiture diesel propre et économique, ce qui avait du sens à une époque où le prix de l'essence battait des records en 2008. Ça a permis à Volkswagen de décrocher le prix de la voiture verte de l'année en 2009. Selon Volkswagen, à ce moment-là, leur nouvelle voiture pouvait rouler avec des moteurs diesel propres. Tout en fonctionnant toujours bien et en offrant une bonne économie de carburant, grâce à une technologie révolutionnaire que les autres constructeurs n'arrivaient juste pas à faire marcher. Mais en vérité, les moteurs Volkswagen rejetaient des émissions plus de 40 fois plus élevées que ce que la boîte prétendait. En 2015, Volkswagen s'est fait choper en train de tricher au test d'émissions diesel en installant un logiciel bidon qui manipulait les mesures de pollution de leur voiture depuis 2009. Ça s'est avéré totalement illégal. Comme ils n'ont pas du tout respecté les normes d'émissions aux États-Unis, ce qui a coûté à l'entreprise un énorme milliard de $30 en amendes et règlements, mais ce qui a peut-être été le plus dommageable, c'est que ce scandale a fait perdre à Volkswagen la confiance de plusieurs décennies que leurs clients leur avaient accordée. Cette marque honnête qu'on aimait tous et qu'on chérissait est devenue une marque ternie qui mentait ouvertement sur les voitures qu'elle vendait, juste par cupidité pour faire plus de profit. Mais malgré cette réputation, le groupe Volkswagen a quand même gardé de solides ventes à l'échelle mondiale. Des galères aux États-Unis, et en 2016, ils ont dépassé Toyota pour devenir le plus gros constructeur auto du monde, un titre qui a fait des allers-retours entre ces deux géants de l'auto depuis. De nos jours, Volk a sorti des SUV plus compétitifs pour le marché américain, comme l'Atlas et le Tiguan plus grands, et ils se sont maintenant lancés à fond dans l'électrification de leurs véhicules, histoire de se démarquer de leur scandale diesel et de garder leur place de leader sur le marché auto.
Mais en attendant, et une chose est sûre, ils ont grave évolué depuis l'époque où c'était juste une boîte à voiture nazie. Merci les gars d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.